Imaginez une soirée de printemps, douce et enveloppante, en mai 2007, dans la petite ville côtière de Praia da Luz, nichée dans l'Algarve portugais. Le soleil s'est éclipsé derrière l'horizon, laissant un ciel peint de teintes orangées et violacées, comme une toile éphémère qui s'efface lentement. Les ruelles pavées de cette station balnéaire s'éveillent sous la lumière tamisée des réverbères, leurs reflets dansant sur les murs blanchis à la chaux des maisons basses. Les familles, attablées dans les restaurants ou sur les terrasses de leurs appartements de vacances, partagent des repas simples, des sardines grillées sur des braises rougeoyantes, du pain croustillant trempé dans l'huile d'olive, des verres de vino verde frais. L'air est saturé d'une fragrance saline, mêlée de l'arôme des plats cuisinés et du murmure des vagues qui s'écrasent doucement sur la plage. Les enfants, encore éveillés, rient dans les cours, leurs voix résonnant comme des échos d'un bonheur innocent. C'est une soirée ordinaire, d'une tranquillité presque palpable, dans un lieu où le temps semble suspendu, où les soucis du monde paraissent lointains. Praia da Luz, en ce printemps 2007, est un havre pour les familles britanniques et européennes en quête de soleil et de repos. Les rues, bordées de bougainvilliers aux fleurs éclatantes, s'animent le soir d'une douce effervescence. Des touristes flânent, des serveurs s'affairent, des musiciens de rue entonnent des mélodies portugaises. Dans les appartements du complexe Touristic Ocean Club, les vacanciers s'installent pour une semaine de détente. Parmi eux, la famille McCann, Kate, Jerry, et leurs 3 enfants, Madeleine, 3 ans, et les jumeaux Sean et Amélie, âgés de 2 ans. Kate, médecin généraliste, et Jerry, cardiologue, ont choisi Praia da Luz pour une escapade familiale avec des amis, un groupe surnommé plus tard les Tapas 7. Ils partagent des journées remplies de rires, de baignades et de dîners animés. Madeleine, avec ses cheveux blonds et ses grands yeux bruns, est le rayon de soleil de la famille, toujours prête à explorer, à poser des questions, à éclater de rire. Sa couverture rose, qu'elle traîne partout, est son talisman, un morceau de Leicester qui la suit dans ce coin étranger du Portugal. Mais ce soir du 3 mai 2007, dans l'appartement 5A, quelque chose se prépare. Un événement qui va non seulement bouleverser une famille, mais captiver le monde entier, ébranler les certitudes sur la justice, la sécurité et la vérité. Ce qui se passe dans cet appartement va devenir une énigme, une blessure ouverte, une histoire dont les échos résonneront pendant des décennies. Avant de plonger dans ce récit, prenez un instant pour vous installer. Si vous aimez les histoires qui vous tiennent en haleine, qui vous poussent à réfléchir et à ressentir, montrez-le-moi. Laissez un petit like, abonnez-vous si ce que je fais vous touche, et dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adore lire vos messages, ils donnent du sens à ce travail. Maintenant, trouvez un coin confortable, peut-être avec le ronronnement apaisant d'un ventilateur en fond, et laissez-vous emporter par cette histoire. Imaginez une soirée de printemps, douce et enveloppante, en mai 2007, dans la petite ville côtière de Praia da Luz, nichée dans l'Algarve portugais. Le soleil s'est éclipsé derrière l'horizon, laissant un ciel peint de teintes orangées et violacées, comme une toile éphémère qui s'efface lentement. Les ruelles pavées de cette station balnéaire s'éveillent sous la lumière tamisée des réverbères, leurs reflets dansant sur les murs blanchis à la chaux des maisons basses. Les familles, attablées dans les restaurants ou sur les terrasses de leurs appartements de vacances, partagent des repas simples, des sardines grillées sur des braises rougeoyantes, du pain croustillant trempé dans l'huile d'olive, des verres de vino verde frais. L'air est saturé d'une fragrance saline, mêlée de l'arôme des plats cuisinés et du murmure des vagues qui s'écrasent doucement sur la plage. Les enfants, encore éveillés, rient dans les cours, leurs voix résonnant comme des échos d'un bonheur innocent. C'est une soirée ordinaire, d'une tranquillité presque palpable, dans un lieu où le temps semble suspendu, où les soucis du monde paraissent lointains. Praia da Luz, en ce printemps 2007, est un havre pour les familles britanniques et européennes en quête de soleil et de repos. Les rues, bordées de bougainvilliers aux fleurs éclatantes, s'animent le soir d'une douce effervescence. Des touristes flânent, des serveurs s'affairent, des musiciens de rue entonnent des mélodies portugaises. Dans les appartements du complexe Touristic Ocean Club, les vacanciers s'installent pour une semaine de détente. Parmi eux, la famille McCann, Kate, Jerry, et leurs 3 enfants, Madeleine, 3 ans, et les jumeaux Sean et Amélie, âgés de 2 ans. Kate, médecin généraliste, et Jerry, cardiologue, ont choisi Praia da Luz pour une escapade familiale avec des amis, un groupe surnommé plus tard les Tapas 7. Ils partagent des journées remplies de rires, de baignades et de dîners animés. Madeleine, avec ses cheveux blonds et ses grands yeux bruns, est le rayon de soleil de la famille, toujours prête à explorer, à poser des questions, à éclater de rire. Sa couverture rose, qu'elle traîne partout, est son talisman, un morceau de Leicester qui la suit dans ce coin étranger du Portugal.
Mais ce soir du 3 mai 2007, dans l'appartement 5A, quelque chose se prépare. Un événement qui va non seulement bouleverser une famille, mais captiver le monde entier, ébranler les certitudes sur la justice, la sécurité et la vérité. Ce qui se passe dans cet appartement va devenir une énigme, une blessure ouverte, une histoire dont les échos résonneront pendant des décennies. Avant de plonger dans ce récit, prenez un instant pour vous installer. Si vous aimez les histoires qui vous tiennent en haleine, qui vous poussent à réfléchir et à ressentir, montrez-le-moi. Laissez un petit like, abonnez-vous si ce que je fais vous touche, et dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adore lire vos messages, ils donnent du sens à ce travail. Maintenant, trouvez un coin confortable, peut-être avec le ronronnement apaisant d'un ventilateur en fond, et laissez-vous emporter par cette histoire. Le lendemain matin, le visage de Madeleine envahit les écrans et les journaux. Ses yeux bruns, son sourire innocent, cette particularité dans son iris deviennent une image universelle, un appel à l'aide gravé dans les mémoires. Les McCann, dévastés, s'adressent au monde, leur voix tremblante relayée par les chaînes de télévision. « Aidez-nous à la retrouver », implorent-ils, leur visage marqué par l'angoisse et l'insomnie. Et le monde répond. Des dons affluent, des volontaires se mobilisent, des affiches sont placardées dans les aéroports, les gares, les supermarchés. À Londres, à Lisbonne, à Paris, le visage de Madeleine devient un symbole, un rappel brutal de la fragilité de l'enfance. Mais avec l'attention vient le chaos. Les tabloïds britanniques s'emparent de l'affaire, transformant Prayah Dalouse en un cirque médiatique. Les titres oscillent entre compassion, une famille brisée, et sensationnalisme, où est Madeleine? La police portugaise, dépassée par l'ampleur de l'événement, publie des communiqués contradictoires, alimentant la confusion. Des questions émergent insistantes, y a-t-il eu effraction? La fenêtre était-elle vraiment ouverte? Pourquoi les enfants étaient-ils seuls? Interpol entre en jeu, coordonnant des efforts internationaux. Des détectives privés, engagés par la famille, explorent des pistes improbables. Des milliers de signalements affluent, chacun portant un espoir fragile et une douleur renouvelée. Une touriste néerlandaise jure avoir aperçu une fillette ressemblant à Madeleine sur un ferry reliant le Portugal à l'Espagne, ses cheveux blonds flottant au vent. Un couple irlandais rapporte avoir vu un homme, silhouette sombre sous un réverbère, portant un enfant près du complexe ce soir-là. Chaque témoignage est une lueur, vite éteinte par des vérifications infructueuses. La chronologie des événements se fracture, le volet était-il forcé? L'intrus est-il entré par la fenêtre ou par la porte? Quelqu'un surveillait-il les lieux plus tôt dans la journée? Les habitants de Prayah Dalouse, d'abord solidaires, commencent à murmurer. Certains pointent du doigt les touristes, d'autres évoquent des rumeurs de criminalité locale. La petite ville, autrefois synonyme de paix, devient le théâtre d'une tragédie mondiale. Les théories prolifèrent comme des ombres dans la nuit. Certains parlent d'un enlèvement opportuniste, un crime impulsif commis par un passant. D'autres murmurent des hypothèses plus sombres, réseau de trafic humain, organisation criminelle tapie dans l'ombre, un monde souterrain difficile à concevoir. Chaque heure qui passe rend la piste plus froide, chaque jour transforme l'espoir en désespoir. La police portugaise, sous pression, commence à vaciller. Les tensions avec les autorités britanniques s'intensifient, marquées par des désaccords sur les méthodes d'enquête et la gestion des indices. Les McCann, eux, s'accrochent à l'idée que Madeleine est encore là, quelque part, attendant d'être retrouvée. Ils organisent des veillées, distribuent des flyers, rencontrent des responsables politiques. Mais le monde, bien qu'ému, commence à se diviser. Certains offrent un soutien indéfectible, d'autres commencent à poser des questions troublantes. Puis, un tournant inimaginable survient. Alors que l'enquête piétine, les soupçons se tournent vers Kate et Gerry McCann. En un instant, ils passent de parents éplorés à suspects potentiels. Les enquêteurs portugais, frustrés par l'absence de progrès, scrutent leur comportement avec une méfiance croissante. Pourquoi Kate semble-t-elle si maîtrisée en public, son visage fermé, ses larmes rares? Pourquoi Gerry répond-il aux questions avec un calme apparent, presque clinique? Et surtout, pourquoi ont-ils laissé leurs enfants seuls, ne serait-ce que pour une heure, dans un appartement déverrouillé? Une théorie cruelle prend forme. Et si Madeleine était morte dans l'appartement, par accident ou autrement, et que ses parents avaient orchestré une disparition pour couvrir la vérité? Les médias s'enflamment. Les tabloïds britanniques, hier pleins de compassion, titrent désormais sur « Les secrets des McCann » ou « Les mensonges d'une famille ». La presse portugaise relaie des fuites, parfois absurdes. Un chien détecteur de cadavres aurait réagi dans l'appartement, flairant une odeur suspecte près du placard.
Des traces de sang, à peine visibles, auraient été trouvées sur un mur, bien que les analyses soient non concluantes. L'affaire n'est plus celle d'une fillette disparue, mais d'un drame où les parents eux-mêmes sont jugés. Kate, serrant contre elle la peluche rose de Madeleine, un chat en tissu nommé Cud le Cat, devenu un symbole de son chagrin, devient une figure tragique et controversée. Ses yeux, cernés par l'épuisement, fixent les caméras lors des conférences de presse, mais le public y lit ce qu'il veut, du désespoir pour certains, de la culpabilité pour d'autres. Jerry, dans des interviews télévisées, répète avec une détermination brisée que l'urgence est de retrouver leur fille. Mais le doute s'est insinué, insidieux, dans l'esprit du public. Les forums en ligne s'embrasent. Des détectives autoproclamés dissèquent chaque geste des McCann, analysant leur langage corporel, leurs vêtements, leurs mots. Pourquoi Kate porte-t-elle toujours la même veste? Pourquoi Jerry semble-t-il si formel? Les « Tapas 7 », les amis qui dînaient avec les McCann ce soir-là, deviennent des personnages à part entière, leurs témoignages scrutés, leurs silences interprétés. Certains internautes élaborent des théories complexes, mélangeant faits et spéculations, un accident domestique, une surdose de médicaments, une dissimulation orchestrée. D'autres vont plus loin, imaginant des conspirations impliquant des réseaux puissants. Chaque nouvelle fuite, chaque rumeur, éloigne un peu plus la vérité. En septembre 2007, 4 mois après la disparition, la police portugaise désigne officiellement Kate et Jerry comme arguidos, suspects formels. Pour les McCann, c'est un coup de massue. Leur douleur, déjà insupportable, devient un spectacle public, un divertissement pour certains. Kate décrira plus tard cette période comme un cauchemar éveillé. Chaque regard, chaque question, chaque article semblait la juger. Elle serrait Cud le Cat contre elle, comme un lien tangible avec Madeleine, mais même ce geste était analysé, critiqué. Jerry, lui, tentait de maintenir une façade de force, mais ses nuits étaient hantées par la culpabilité et l'impuissance. Les jumeaux, trop jeunes pour comprendre, grandissaient dans une maison où le silence pesait plus lourd que les mots. Les McCann engagent des avocats, des spécialistes en communication, tentant de naviguer dans cette tempête. Mais le public se divise. D'un côté, ceux qui croient en leur innocence, émus par leur douleur. De l'autre, ceux qui imaginent le pire, alimentés par des titres sensationnalistes et des spéculations sans fin. Malgré les accusations, les McCann ne renoncent pas. Ils créent le fonds Find Madeleine, financé par des dons du monde entier. L'argent permet d'engager des détectives privés, de produire des affiches, de maintenir la visibilité de l'affaire. Kate écrit un livre, Madeleine, où elle raconte leur histoire, leur douleur, leur espoir. Il rencontre des figures publiques, politiciens, célébrités, même le pape, pour garder l'attention sur leur fille. Mais chaque effort est une bataille. Les relations avec leurs amis, les Tapas 7, se tendent sous le poids des soupçons. Les jumeaux, Sean et Amélie, grandissent dans l'ombre d'une sœur absente, leurs anniversaires marqués par des silences lourds. Kate avoue, dans des moments de vulnérabilité, avoir songé au suicide, écrasée par le poids des accusations et l'absence de réponse. Les années passent, et l'affaire devient un phénomène culturel. Des documentaires sont produits, des émissions dissèquent chaque détail, des livres explorent les théories les plus folles. Certains imaginent Madeleine enlevée par un couple sans enfant, vivant une vie secrète quelque part en Europe. D'autres évoquent des réseaux pédophiles, des organisations criminelles opérant dans l'ombre. Une femme affirme que Madeleine vit en Allemagne, avant de disparaître elle-même. Chaque nouvelle piste ravive l'espoir, chaque impasse rouvre la blessure. Les McCann continuent, inlassablement. Ils célèbrent l'anniversaire de Madeleine chaque année, allument des bougies, laissent sa chambre intacte, comme un sanctuaire. Mais le monde, peu à peu, tourne la page. L'affaire devient une légende, comparable à celle de D.B. Cooper ou d'Amelia Earhart, un mystère débattu à l'infini, jamais résolu. En 2011, une lueur d'espoir surgit. Le gouvernement britannique lance l'opération Grange, une nouvelle enquête menée par Scotland Yard. Une équipe d'élite est chargée de reprendre le dossier, d'explorer chaque piste, chaque témoignage, aussi improbable soit-il. Les McCann, prudents, n'osent pas trop espérer. Ils ont appris que l'espoir peut être aussi douloureux que le désespoir. Les enquêteurs passent au crible des milliers de documents, interrogent à nouveau les témoins, analysent les incohérences. Des signalements continuent d'affluer. Une femme en Nouvelle-Zélande pense reconnaître Madeleine dans une fillette au supermarché. Un chauffeur de taxi brésilien affirme avoir transporté une enfant blonde parlant anglais, visiblement effrayée. Une touriste en Inde envoie une vidéo floue d'une fillette dans une gare. Chaque piste s'éteint, mais l'équipe persiste. De temps en temps, une voix murmure « Je l'ai vu ».
Mais alors que le monde s'attend à une nouvelle déception, l'impensable se produit. En 2023, une technicienne de laboratoire en Suisse effectue des tests ADN de routine sur une jeune femme récemment arrivée, sans papier, sans passé clair. Elle dit ne pas connaître sa famille, avoir grandi sous différents noms, dans différents lieux, toujours avec l'interdiction de poser des questions. Ce genre d'histoire est courant, souvent sans suite. Mais cette fois, l'ADN est soumis aux bases de données internationales, une simple procédure. Et une alerte retentit. Une correspondance. Les résultats sont transmis aux autorités britanniques, portugaises, puis allemandes. En 72 heures, l'échantillon est confirmé, il appartient à Madeleine McCann. Le monde retient son souffle. Après tant de fausses pistes, de canulars, d'espoirs brisés, l'incrédulité domine. Mais cette fois, c'est différent. Pas de frénésie médiatique, pas de fuite. Les autorités agissent en silence, coordonnant leurs efforts pour protéger la jeune femme, aujourd'hui âgée de 21 ans. Elle vivait dans une communauté isolée dans le sud de l'Allemagne, sous une identité falsifiée. Ses tuteurs, un couple âgé, affirment l'avoir sauvée lorsqu'elle était enfant, mais leurs récits sont flous, contradictoires. Était-il complice? Faisait-il partie d'un réseau? Les questions s'accumulent, mais pour l'instant, l'urgence est ailleurs. Madeleine est en vie. Les retrouvailles avec Kate et Jerry se déroulent loin des caméras, dans un lieu tenu secret. On pourrait imaginer une étreinte immédiate, une reconnaissance instinctive. Mais le traumatisme ne fonctionne pas ainsi. Madeleine, façonnée par des années de mensonges, a grandi en croyant que ses parents l'avaient abandonnée. On lui a montré de fausses photos, raconté de fausses histoires. La confiance, fragile, prend du temps à se construire. Lors de leur première rencontre, Kate, les yeux embués, tend la main vers sa fille, mais hésite. Jerry, immobile, lutte pour trouver les mots. Madeleine, elle, observe ces inconnus qui sont pourtant sa famille. Elle demande, d'une voix douce, des nouvelles de Sean et Amélie. Elle veut savoir à quoi ressemblait sa chambre, si son ours en peluche est toujours là. Des souvenirs flous remontent, des lumières vives, une main rugueuse, un long trajet en voiture. Puis, le vide. Madeleine, désormais sous protection, commence une thérapie dans un établissement spécialisé pour les survivants de traumatismes prolongés. Elle choisit de garder le prénom Madeleine, un lien avec son passé, mais reçoit une nouvelle identité légale pour sa sécurité. Les enquêteurs rouvrent des pistes archivées, interrogeant les tuteurs, analysant les données téléphoniques, traquant les déplacements de Christian Bruckner. Les autorités allemandes confirment qu'il reste leur principal suspect, et un dossier se construit, lentement, autour de ses activités en 2007. Mais pour Madeleine, la véritable épreuve est ailleurs. Chaque matin, elle se regarde dans le miroir, scrutant ses yeux, cette colobaume qui l'a rendue célèbre sans son consentement. Elle fait des cauchemars, mais ils s'espacent. Elle tient un carnet, non pas rempli de coupures de presse, mais de rêves, les concerts qu'elle veut voir, les villes qu'elle veut découvrir, les plats qu'elle veut goûter. Une page porte un titre, les premières fois qui n'ont pas encore eu lieu. Les McCann, eux, réapprennent à être une famille. Sean et Amélie, désormais dans la vingtaine, tissent un lien prudent avec cette sœur qu'ils ne connaissaient qu'à travers des photos. Jerry commence un journal pour Madeleine, rempli de souvenirs, la première neige après sa disparition, le chien adopté pour les jumeaux, les chansons qu'ils écoutaient en voiture. Kate lui lit des albums de bébé, décrivant sa première dent, ses premiers pas. Lentement, une identité se reconstruit, brique par brique, aussi fragile que précieuse. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une fillette disparue. C'est celle d'un monde qui a cherché, parfois maladroitement, parfois cruellement, mais qui a cherché. C'est l'histoire de familles qui n'ont jamais eu de fin, de visages jamais retrouvés, de noms figés dans des dossiers classés. Madeleine McCann, retrouvée non pas dans un drame hollywoodien, mais par la persévérance d'une technicienne anonyme et d'un test de routine, incarne un miracle fragile. Son histoire nous rappelle ce que signifie ne jamais abandonner. Alors, où que vous soyez, prenez un moment pour réfléchir. Allumez une bougie, pas pour le spectacle, mais pour l'espoir. Et si ce récit vous a touché, si vous avez ressenti la douleur, l'espoir, la résilience de cette famille, montrez-le. Laissez un like, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires, et partagez en commentaire d'où vous m'écoutez et ce que cette histoire a éveillé en vous. Merci d'être resté jusqu'au bout. Ensemble, continuons à raconter des histoires qui comptent.